Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui l'étude de l'ouverture de la procédure collective et nous sommes reçus au tribunal de commerce par M. Bastide, son président. Nous allons donc évoquer le thème de l'audition du débiteur. Monsieur le Président, mettons-nous dans la peau d'un débiteur convoqué au tribunal, convoqué en chambre du Conseil. Comment se déroule la procédure ? Alors, comme vous le savez, avant d'être reçu en chambre du Conseil, il a bénéficié d'un jugement d'ouverture dans lequel il se trouve être placé sous la protection du tribunal. Dans ce jugement, apparaît que dans le délai de 2 mois, il devra se présenter devant la chambre du Conseil après avoir eu un rendez-vous avec monsieur le juge commissaire et avec le mandataire judiciaire en vue de faire un état des créances déclaratives. Le voilà donc devant la chambre du Conseil. Cette chambre du Conseil est composée de juges en nombre impair. Se trouve également à l'audience le procureur, si le seuil est requis pour entendre monsieur le procureur. Il y a également le juge commissaire présent, le mandataire judiciaire, et s'il y a un administrateur désigné, l'administrateur. Et c'est là, devant cette chambre du Conseil, que, à tour de rôle, le mandataire va faire un état de la situation du passif, l'administrateur va évoquer les perspectives ou pas de redressement, le juge commissaire va rendre son avis au président de chambre, soit de manière orale, soit par écrit, sur la situation qu'il a perçue. Et cet échange va permettre d'envisager avec ce débiteur chef d'entreprise la poursuite de cette période d'observation et l'enjeu de la période d'observation au cours de laquelle il devra démontrer au tribunal sa capacité à se redresser. Mais comment a-t-il le temps de se préparer à cet entretien ? Alors pour se préparer, bien sûr, nous avons le juge d'ouverture, je vous le rappelle, lors de son échange, lui a présenté l'organisation du tribunal, de telle sorte que venant devant la chambre du Conseil, il sait qu'il faut arriver avec une situation de trésorerie, une situation comptable, un état de ses commandes, les difficultés, la prévision, les prévisions de chantier, le chiffre d'affaires qu'il compte facturer les prochains mois et les solutions de restructuration, tant en personnel s'il y a des licenciements malheureusement envisagés, ou des restructurations au niveau de cession de branches ou de cession d'activité. Cet ensemble-là, c'est la période d'observation qui est faite pour ça. Donc lors de cette audience en chambre du Conseil, il est assisté par un avocat? Alors il était assisté bien sûr par son avocat, nous le souhaitons, quelquefois non, parce que ce n'est pas une obligation, la procédure étant orale. La deuxième étant l'expert comptable, et nous avons à cet effet, je le rappelle, signé une convention avec l'Ordre régional des experts comptables de Midi-Pyrénées, et ce afin de sensibiliser le rôle de l'expert comptable auprès du chef d'entreprise, c'est-à-dire que si on a vraiment besoin d'un expert comptable, c'est à ce moment-là, parce que c'est une convention nouvelle qui arrive. L'expert comptable va également nous servir d'éléments d'appréciation un peu plus prononcés, à savoir qu'il est au fait même de la gestion, qu'il est au fait même par son mandat de la confidentialité d'information, et que malheureusement, si une situation vient à être compromise ou va vers une compromission, sa présence est d'autant utile qu'il va attirer notre attention à ne pas poursuivre un acharnement thérapeutique d'une procédure. Et ce chef d'entreprise donc peut craindre qu'un certain discrédit soit jeté sur son entreprise parce que la décision du jugement d'ouverture est publiée. Alors, le discrédit lié par nature dans le sens où effectivement c'est publié, mais à côté de ça, les poursuites sont arrêtées, le gel des dettes est prononcé, sa trésorerie courante va lui permettre de répondre peut-être à un nouveau cycle d'activité économique, de telle sorte que, en ayant l'impression de subir une sanction par la déclaration de cessation de paiement, il se trouve être placé sous la protection d'un tribunal. Et regardez aujourd'hui le nombre de plans au tribunal de commerce qui se sont soldés par des sorties positives. Et s'agissant de la confidentialité, ces débats en chambre du Conseil, sont-ils confidentiels? Alors, ces débats sont assurés, bien entendu, au tribunal de commerce de Toulouse, au 2e étage. Dans cette chambre, elle est
confidentielle, participe le chef d'entreprise, je vous le rappelle, éventuellement le délégué du personnel ou le représentant du comité d'entreprise, l'expert comptable. C'est un huis clos. Ce huis clos permet la confidentialité. Les gens sont appelés de manière confidentielle dans le couloir, ils entretiennent. Tout ce qu'il y a en chambre du conseil reste dans la chambre du conseil. Et l'attitude du chef d'entreprise, a-t-il plutôt tendance à collaborer? Quelles peuvent être d'éventuelles sanctions qui seraient liées à des omissions ou à une volonté de ne pas collaborer avec le tribunal de commerce? Alors nous avons deux profils. Effectivement, vous avez le chef d'entreprise qui vient pour se redresser. Il a compris le message qui lui a été délivré lors de l'ouverture, c'est-à-dire de collaborer au maximum, de fournir des éléments comptables, d'être proche des organes de la procédure. Et puis vous avez celui qui a demandé une procédure collective et qui se trouve être taisant, on ne le voit plus. Il ne se présente plus devant le mandataire, il ne se présentera pas lors du rendez-vous devant le juge commissaire et il ne sera pas en chambre du conseil. Eh bien, le jour de la clôture, parce qu'il y a un délai prévu par la loi qui se situe entre 12 et 24 mois, et dans les 24 derniers mois, le mandataire judiciaire saisit le tribunal de l'audience en vue d'une clôture pour insuffisance d'actifs, s'il y a insuffisance d'actifs, puisque dans ce cas précis, il y a insuffisance d'actifs. Et là, il a au préalable éventuellement saisi Monsieur le procureur de la République en vue d'une sanction, soit d'interdiction de gérer, soit de faillite personnelle, en évoquant justement les manquements à la procédure. Dépôt de bilan tardif, défaut de comptabilité, défaut de collaboration avec la procédure. Voilà, donc il y a un risque de sanction avérée. Et donc face à ce défaut de collaboration, vous-même avez des pouvoirs d'investigation au cours de la procédure? Le président du tribunal de commerce n'a pas de pouvoir d'investigation puisqu'il a délégué cette mission à un président de chambre. Ce président de chambre a lui-même organisé le fonctionnement des audiences au cours de lesquelles il ne peut que questionner. La seule autorité indépendante est le juge commissaire qui, lui, peut, dans le cadre de sa mission, investiguer, se déplacer en entreprise, éventuellement proposer des solutions au tribunal ou aller chercher et nommer éventuellement un expert en vue ou un sapiteur en vue de se faire, de porter à connaissance des éléments nouveaux. En aucun cas, le tribunal n'a pour fonction d'intervenir de manière autoritaire dans le cadre de la procédure. Et encore moins le président du tribunal de commerce. Donc voilà, les chefs d'entreprise sont désormais éclairés sur le rôle du tribunal au cours de la procédure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du rôle de ce tribunal désormais vis-à-vis des chefs d'entreprise? Est-ce que ce rôle n'a pas évolué et ne va pas plutôt aujourd'hui vers un accompagnement du chef d'entreprise? Alors vous savez, nous portons au sein des tribunaux de commerce une image vieille de, ici à Toulouse, 1549, la bourse des marchands. Mais n'oubliez pas, lorsqu'un entrepreneur a été placé en faillite, il était battu sur la place publique. Donc le droit de la faillite pèse lourdement sur l'image des tribunaux de commerce. Venir au tribunal de commerce, c'est un peu l'opprobre, c'est une forme de sanction. On a fauté, on a perdu, c'est un échec. Qui se solde souvent par des mécanismes terribles, notamment au sein des familles. Les tribunaux de commerce ont engagé depuis de nombreuses années des démarches que l'on appelle prétoriennes. Et aujourd'hui, ces démarches prétoriennes, c'est quoi? C'est en quelque sorte la capacité à concilier, la capacité à provoquer en amont des solutions de rencontres avec les chefs d'entreprise, faire prendre conscience par les branches professionnelles à ces chefs d'entreprise des difficultés qu'ils pourraient encourir si justement ils ne répondent pas de manière hâtive à ces interrogations. Le fait générateur d'une procédure collective, il est connu. Il n'y a pas de procédure collective immédiate ou spontanée. Le fait générateur remonte quelquefois à 2 ou 3 ans en avant. Il est connu par des pertes comptables, il est connu par des retards de dépôt de compte, il est connu par des défauts de gestion au sein de l'entreprise d'organisation. Ce mécanisme-là ne peut que conduire à des solutions dites compromises, surtout dans une économie qui est de plus en plus agressive, où les modèles économiques également sont de plus en plus difficiles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la gestion des futures procédures collectives dépendra et dépend de la vision du tribunal à se présenter
non pas en tribunal de la faillite, mais en tribunal de l'économie. Et être tribunal de l'économie, c'est être proche des acteurs de l'économie pour répondre aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Merci, Monsieur le Président.